Merci Corinne. Bien, bonsoir à tous. Alors je suis sensible et je me joins à l'évocation et presque l'hommage que l'on fait à Djemertur, qui était notre doyen pour ceux qui ne le connaissent pas et qui nous a quittés l'année dernière et qui a laissé un beau souvenir. Et donc là, l'objectif, c'est de nous associer, scientifiques et juristes, pour essayer de faire progresser la rencontre de deux sciences qui ne sont pas antinomiques, au contraire. Alors le sujet qui nous retient ce soir, donc, c'est la fin de vie. Et la fin de vie, elle va être développée, comme ça a été annoncé, avec une approche un peu évolutive. J'ai envie de vous dire pendant 20 minutes, si vous avez envie de sortir, d'aller prendre un café, il n'y a pas de problème. Moi, je vais vous parler de la théorie. Donc des trucs que vous pouvez trouver sur Internet, dans des codes et autres. Donc n'hésitez pas à aller prendre un café. En revenant, revenez tout à l'heure, et ne manquez pas en revanche la transition, pour écouter ce que les médecins, ceux qui vraiment vont être confrontés aux belles conditions théoriques que moi j'aurais exposées, pour dire, bon, ça c'est gentil, mais on évoquait ça tout à l'heure en discutant rapidement, très rapidement, vous les juristes, vous dites, mais chez nous, qu'est-ce que ça veut dire? Donc l'objectif, c'est de confronter un petit peu toutes ces questions. Alors pour être un peu sérieux, je vais quand même aborder un peu les questions juridiques avec une petite accroche provocatrice, simplement rappeler, alors j'ai prévenu que je ne me lancerai pas dans les questions médicales, mais simplement il y a une maladie que je connais, une MST que je connais, c'est la vie. La vie est la seule maladie sexuellement transmissible mortelle dans 100% des cas. Alors cette petite provocation, elle est là pour nous rappeler que nous allons tous mourir, mais c'est un sujet que normalement on n'aime pas trop aborder. Et pourtant ce sujet, il va être absolument indispensable de le gérer, de le traiter. Et quand on prend conscience des chiffres, en 2016, on nous annonce qu'environ 60% des décès ont eu lieu dans un établissement hospitalier, à quoi il faut ajouter environ 14% qui ont lieu dans des maisons de retraite ou établissements assimilés et 25% à domicile. Normalement, il me manque 1% dans mon chiffre, ce sont les décès sur la voie publique. Et encore, mes chiffres sont-ils un petit peu arrondis? Je vais malgré tout ajouter les décès en établissement hospitalier et en maison de retraite pour dire que le plus souvent, il y a un cadre médical autour. Et on arrive à 74, on va arrondir à 75 pour avoir les 3/4 de la population française. Ce sont des chiffres français, hein, ça peut changer selon les pays. Les 3/4 de la population française qui a vocation à mourir dans un cadre extérieur à son domicile et avec un encadrement médical le plus souvent. Alors ça va faire intervenir plusieurs protagonistes que je ne vais pas pouvoir complètement séparer dans ma présentation. Ces différents protagonistes, quels sont-ils? Il y a le corps médical, puisque je vais aller vers les statistiques, 75% de la population. 75% de la population qui va être confrontée d'une façon plus ou moins directe au corps médical au moment du décès. Le patient lui-même est un protagoniste qu'on ne devrait pas oublier, il est au cœur de cette affaire. Et les juristes, alors ceux-là on se dit qu'est-ce qu'ils viennent faire dans l'histoire? C'est une histoire entre le patient et les médecins. Maintenant les juristes ont besoin d'être là, puisque les statistiques sont là, les chiffres sont là, il faut malgré tout encadrer juridiquement cette question. Alors on a un trio un petit peu improbable, et ce trio improbable, il va être pour ma part présenté au travers notamment des lois que nous avons, nous juristes, alors c'est un peu prétentieux de dire nous, lois que nous avons élaborées entre notamment la première loi sur la fin de vie qui est la loi Leonetti de 2005, qui a été suivie d'une autre loi, alors le même professeur Leonetti associé à un autre alors sénateur, c'est un sénateur et un député, et avec des tendances politiques un petit peu différentes, droite-gauche, histoire de trouver un équilibre, Claes et Leonetti, qui, à eux deux, sont à l'origine de la révision de la loi de 2005 en février 2016. Alors le corps juridique s'est pris
dans cet engrenage et a été associé à cette révision. Tous les textes, vous les trouvez en fait très facilement sur Internet en consultant tout simplement Légifrance. Légifrance, c'est l'équivalent du journal officiel accessible à tous, gratuit, sans abonnement ni quoi que ce soit. Et vous allez dans le Code de la santé publique. Et dans le Code de la santé publique, puisque Légifrance vous permet d'accéder à tous les codes, vous trouverez tous les textes relatifs à la fin de vie. Et donc, ce sont tous les textes qui sont issus, notamment, de ces lois de 2005 et 2016. Il y en a d'autres, bien évidemment, autour de la fin de vie. Et le Code de la santé publique comprend, bien évidemment, d'autres éléments que ceux-ci. Alors, on est obligé d'élargir un petit peu les questions, puisqu'on va intégrer également, pour l'approche juridique, des droits fondamentaux liés à la personne humaine. Ces droits fondamentaux vont dire au patient, ou vont faire dire au patient qu'il a des droits sur sa vie, le début de sa vie, la fin de sa vie. Des droits à être soignés ou ne pas être soignés. Des droits à être traités dans la dignité. Et encore, la dignité, c'est un terme que pour ma part, je n'apprécie pas trop, dans le sens où il est souvent revendiqué par des clans qui ne vont pas dans le même sens. Il y a ceux qui sont favorables à l'euthanasie, ceux qui ne sont pas favorables à l'euthanasie et défendent en contrepartie les soins palliatifs, et chacun va dire « moi, je défends la dignité de la personne humaine ». Donc je pense que le terme dignité est un terme dangereux, dans le sens où il peut être clivant. Donc le terme est beau en lui-même, mais il peut être délicat dans les emplois qui sont faits. Pour le patient, donc, il y a ses droits, que j'ai sommairement évoqués. Pour le médecin, il y aura des droits et des obligations. Dans les obligations, on va voir derrière le médecin quelqu'un, alors il y a le code de déontologie médicale, on reprend les dispositions dans le code de la santé publique. Voyez-y une sorte d'approfondissement du serment d'Hippocrate. Mais on va au médecin dire qu'il est là et rappeler qu'il est là pour soigner. Il est là pour soigner, apporter des soins, essayer de guérir dans la mesure du possible, mais on se doute bien, lorsque l'on parle de la fin de vie, que les soins vont être un petit peu délicats. Mais ici, cela me permet de vous présenter une dissociation importante entre les soins curatifs et les soins palliatifs. Dissociation, il n'y a pas opposition nécessairement entre soins curatifs et soins palliatifs. Le médecin est là pour apporter des soins, via souvent des traitements, c'est une autre différence de terminologie sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, mais je voudrais pour l'instant m'arrêter sur la différence soins curatifs, palliatifs. Curatif, on va essayer de soigner, de guérir, plus exactement, pardon, on va essayer de guérir une personne, de lutter contre une maladie, dans la mesure de ce que la médecine, ce que la science arrive à faire. Avec les soins palliatifs, ce sont des soins qui le plus souvent, mais ça, Pascal Gauthier tout à l'heure nous en parlera de façon plus précise, puisque c'est vraiment son domaine, la logique palliative, il s'agit d'apporter des soins, encore. On ne va plus chercher à guérir d'une maladie qui, a priori, a gagné, contre laquelle on ne peut plus faire grand-chose. Mais il y a encore beaucoup de soins médicaux à part entière à apporter à la personne, et pas simplement une petite compresse, vous avez un peu trop chaud, bougez pas, je vais vous éponger le front. Je vais faire du mauvais humour régulièrement, mais histoire d'alléger un petit peu un sujet qui est lourd en lui-même obligatoirement. Alors, au-delà, cette présentation des obligations qui pèsent sur le corps médical va aussi nous conduire à une réflexion qui, je crois, n'est peut-être pas suffisamment mise en lumière. C'est la notion de l'objection de conscience qu'il faut pouvoir envisager, de proposer aux médecins, ou au moins y voir une réflexion juridique. Est-ce que l'on peut permettre à un médecin de dire non, je ne souhaite pas avancer jusque-là. Lorsque l'on est face à la fin de vie, est-ce qu'il faut insérer des clauses d'objection de conscience si jamais le droit français choisissait d'aller plus loin, je vais parler crûment, partir vers l'euthanasie? Alors, tout un ensemble de terminologies, vous le sentez que les termes sont extrêmement délicats et dangereux, mais nécessaires, parce qu'il faut avancer, il faut dessiner un cadre. Le législateur, normalement, et particulièrement pour un sujet tel que celui relatif à la fin de vie, va dessiner un cadre et dire à un corps d'individus, à une activité professionnelle, je voudrais être plus vaste que le seul corps médical, mais peu importe, voilà
ce qu'il y a à faire, voilà ce qu'il ne faut pas dépasser comme limite, et voilà, il s'agirait de s'inscrire dans ce cadre. Voilà les lignes rouges à ne pas dépasser. C'est extrêmement difficile à faire comme cadre, mais si on le voit de cette façon, on donne, je crois, au corps médical une latitude d'initiative, de réflexion et de liberté. Non pas pour voir dans le médecin un affreux sadique, et je vais vous regarder dans le blanc des yeux pour le dire, un affreux sadique qui est là, qui se dit il faut que je lutte contre la maladie, j'ai un objectif à atteindre et je ne lâcherai pas. Et là on tombe dans l'obstination déraisonnable. Question, quand y a-t-il obstination déraisonnable? Et nous aurons besoin de vos propos pour éclairer ce dépassement ou cette limite. On parlait avant d'acharnement thérapeutique, on parle maintenant d'obstination déraisonnable, mais question, quand y a-t-il obstination déraisonnable? La limite est très difficile à fixer. Est-ce qu'elle est fixable? Ça, je ne sais pas. Nous vous écouterons avec intérêt sur ce point tout à l'heure. Donc déjà, voir que le médecin n'est pas là pour se battre contre la maladie, il est là pour soigner un patient, il faut en avoir conscience, et aussi se dire que de temps en temps, c'est lui qui connaît le mieux la situation, il y a été confronté, et le médecin, parfois, va faire des choix de façon collégiale, avec le patient, quand on peut y associer le patient, ou alors avec les proches du patient, ce qui me permet d'évoquer la notion de personne de confiance. La personne de confiance est quelqu'un que le patient va être conduit à désigner. Normalement, lorsque l'on va entrer dans un établissement hospitalier, en espérant sortir gaillardement, et de même dans une maison de retraite, on va y entrer, mais on sait qu'on en sortira peut-être un petit peu plus tard, mais peu importe. Il y a la désignation obligatoire et qui, administrativement, est relativement bien respectée. On va désigner une personne, si jamais il m'arrivait malheur, ou que je perde conscience, ou si je n'étais plus en mesure de prendre les décisions moi-même, voilà la personne que j'aimerais voir en mesure de pouvoir discuter avec le corps médical face à des décisions à prendre. Alors, il y a bien sûr derrière ce choix administratif des imperfections, il y a des choses à améliorer, mais on a voulu envisager des situations problématiques. Il y a aussi, vous voyez qu'on est en train, j'ai présenté un trio, le médecin, les juristes et le patient, et on est en train de voir un petit peu entre les deux, des cavaliers à chaque fois, des duos. Les directives anticipées, je peux les évoquer ici. Les directives anticipées, elles s'inscrivent un petit peu dans cette logique. Il s'agit d'inviter tout un chacun, vous, nous, à rédiger sur un modèle A ou B que vous trouverez avec beaucoup de difficultés sur Internet. C'est un défi que de trouver les modèles types des directives anticipées qui normalement sont accessibles à tout un chacun. Si vous y arrivez, bravo. Et quand vous les trouverez, elles sont accessibles, on peut. Vous verrez un modèle A ou un modèle B, et le modèle, alors est-ce le modèle A ou le modèle B? Je crois le modèle A vous dit je suis en bonne santé, ou je crois être en bonne santé. Petit cynisme réaliste de la part du juriste rédacteur, et grand B, je suis en mauvaise santé, et voilà ce que j'aimerais qu'on envisage si jamais il m'arrivait d'être dans telle ou telle situation. Et ici encore, ces directives anticipées, ça part d'un bon sentiment. Mais vous verrez, c'est extrêmement difficile déjà de comprendre et de se projeter dans une situation pathologique qui me conduirait, je vais le projeter sur moi pour des raisons de superstition, qui me conduirait à envisager que je puisse être dans un état m'approchant de la fin de vie, mais qu'est-ce que la fin de vie aussi, ou face à une situation où je risquerais de mourir et je voudrais, mais bien que on me débranche. Ça, c'est l'homme de la rue qui dira ça. Je pense que le médecin dira débrancher, débrancher quoi, quand, comment. Les situations, vous vous en doutez, sont extrêmement difficiles à gérer. Donc le juriste essaye de s'adresser à tout un chacun en employant quelques termes médicaux, mais pas trop, parce que l'homme de la rue, nous y compris, nous ne comprendrons plus. Et le médecin, pourtant, a besoin qu'on le guide sur ces points. Alors, vous voyez, j'ai pu évoquer deux, trois petites choses. J'évoquerai un dernier point autour des personnes, la demande d'arrêt des traitements. La loi de 2016 permet, alors c'était déjà, les jalons avaient été posés en 2005, mais ça a été renforcé en 2016, il est possible à une personne
hospitalisés le plus souvent, de dire au médecin on arrête. On arrête les traitements. Alors, je vais faire de la caricature parce que nous n'avons pas le temps d'être suffisamment sérieux et je vais imaginer que j'ai un ongle incarné mais que je ne supporte pas l'hospitalisation et que les traitements que ces affreux médecins me font subir sont insupportables et je vais dire arrêtez tous les traitements, débranchez tout, je veux mourir. Alors, ça rappellera peut-être un sketch de Florence Foresti pour ceux qui apprécient cet humoriste. Et la question, quand on demande d'arrêter les traitements, bien sûr, ce sera dans des situations bien plus graves que celles que j'ai voulu traiter avec légèreté ici. Lorsqu'on va demander, permettre... Merci. Permettre à une personne de demander qu'on arrête les traitements. Il va falloir surveiller que cette personne a conscience de ce qu'elle est en train de demander. Alors, le législateur a essayé, dans les articles du Code de la santé publique, de déterminer à peu près la liberté de cette personne. On veut que cette personne soit libre de dire quand elle veut qu'on s'arrête. Et d'un autre côté, il faut, et c'était l'objet d'énormes débats lors de la loi de 2016, pour les juristes, il y a une commission mixte paritaire qui a été réunie, ça veut dire que l'Assemblée nationale et le Sénat n'arrivaient pas à se mettre d'accord, notamment sur cette question. Et il s'agit d'arriver à voir jusqu'où on va offrir une liberté à l'individu face à la décision médicale qui devrait respecter cette liberté d'arrêter les traitements et donc conduire probablement, dans une situation grave, la personne vers la mort. Et on a voulu malgré tout dire, oui mais il y a des gens, c'est pour ça que je prenais mon exemple d'ongle incarné tout à l'heure, il y a des gens qui vont faire des demandes d'arrêt de traitement mais complètement décalées par rapport à la situation. Donc il faut malgré tout, vous voyez, il y a un jeu de va-et-vient, permettre aux médecins de dire je ne vais pas appliquer ces directives, ou plutôt, là c'est même plus des directives anticipées, c'est une demande d'arrêt des traitements qui est faite par un patient dans des conditions qui ne sont pas acceptables. Enfin, parce que le temps avance de façon terrible, je voudrais vous brouiller l'esprit juridiquement sur des terminologies que l'on pense maîtriser pour pouvoir permettre ensuite à nos médecins de nous dire bah oui, il y a la théorie, mais en pratique, voilà les problèmes. Alors, vous brouillez l'esprit sur des études. Quand il y a un fait divers triste, dramatique, que ce soit une affaire Vincent Lambert, une affaire Inès, Alfie ou autre, je pense que tout cela évoque des points de l'actualité dans vos esprits. Je n'ai pas le temps de les reprendre. Toutes ces affaires vont être problématiques. À ce moment-là, on va parler euthanasie. Et si on fait un micro-trottoir, n'importe quel journaliste peut aller faire un micro-trottoir, et d'ailleurs ils ne se gênent pas, et ils vont faire un petit micro-trottoir très tranquille, et ils vont s'adresser avec vous, avec un micro, en disant « Êtes-vous pour ou contre l'euthanasie ?» Vous vous apprêtez à acheter un hamburger, vous me posez la question, bah oui, je suis pour. Et si on fait un sondage, quand je fais des séminaires sur la fin de vie, sur des publics un peu plus ciblés, soit juristes, soit infirmières ou autres, je pose la question au début du séminaire, êtes-vous pour ou contre la fin de vie? Et ça ne gêne pas du tout le public de répondre, je suis pour ou je suis contre. Avec une majorité qui se dégagera immanquablement, je suis pour l'euthanasie. J'ai dit la fin de vie, pardon. Je suis pour l'euthanasie. Alors, cette réponse très facile, elle est tout de suite déstabilisée si on introduit des affaires comme la petite Inès, elle a une quinzaine d'années, le petit Alfie, le petit Charlie Gard, la petite Marois. Des affaires dont vous avez entendu parler, souvent des bébés qui ont environ 2 ans, dans des situations désespérées, avec des parents qui légitimement disent non, ne débranchez pas. Je vais prendre le terme simple, pour l'instant ça m'évite de dire des bêtises médicales. Ne débranchez pas, gardons-le en vie. Oui, mais il n'y a plus aucun espoir. Cet enfant est maintenu artificiellement en vie et on ne peut rien faire. La pathologie est irréversible, s'aggrave et il va y avoir souffrance. Alors on imagine le désarroi des parents, il ne s'agit aucunement de porter un jugement, mais rien qu'en évoquant ces affaires dramatiques, vous imaginez que les personnes qui avaient très tranquillement dit « Oh, moi je suis pour l'euthanasie », ils vont dire « Ah bah oui, mais pas pour les mineurs ». « Ah bah oui, mais la minorité, vous la mettez où ?»« Ah bah oui, les 2 ans et 10 ans. Ah bah oui, 10 ans pareil. Et 15 ans. Ah bah oui, 15 ans, on commence la vie. Et puis on va se dire, oula, ça devient un petit peu plus gênant. On a un enfant doué de discernement. Traduction, la chose est extrêmement délicate, difficile,
douloureuse et discutable aux différentes étapes. Très peu de pays ont accepté d'envisager l'euthanasie sur des mineurs. On pourra l'évoquer tout à l'heure si le temps nous reste. Je vois 20 minutes, j'accélère. Donc euthanasie, déjà, pas de consensus, je pense possible. Euthanasie active, qu'est-ce que c'est que l'euthanasie active ? C'est quand on va administrer un produit à quelqu'un, une substance létale. Oh oui, facile, ça, il n'y a pas de problème. Ça, on appelle ça juridiquement un meurtre. Et si après méditation, on va partir vers l'assassinat, il n'y a pas de problème. Là, il y a des qualifications pour ça. Ah oui, mais alors, on va partir vers l'euthanasie passive. Ça, c'est moins brutal, c'est moins agressif. Je ne suis pas en train de donner la mort. Je suis en train de faciliter l'accès à la mort. Oui, mais qu'est-ce que l'euthanasie passive ? Et là, je vais me tourner vers les médecins, parce que moi-même, je ne sais pas. Est-ce que si je débranche une personne qui est sous assistance respiratoire et qui ne peut pas respirer autrement, est-ce que je suis dans l'euthanasie passive ou active ? Moi, j'ai envie de dire passive. Pour moi, c'est plus tranquille. C'est pas moi qui ai tué, c'est la machine qui s'est arrêtée. Et ensuite, on dit, ah, est-ce qu'il arrive encore à respirer ? Ah, la mort naturelle est en train d'arriver. J'ai quand même accompli un acte positif. Et juridiquement, on va avoir des difficultés. Il y a eu l'affaire Jean Mercier récemment, qui a été qualifiée de suicide assisté. C'était une grosse difficulté juridique. Si on a le temps, on en reparlera tout à l'heure. Mais dans l'affaire Jean Mercier, c'est un octogénaire qui a administré des médicaments à sa femme qui souffrait d'arthrose. Elle avait dit « j'en ai assez ». Suicide assisté, non. Il a donné des médicaments à sa femme. C'est lui qui les a administrés. C'est pas un suicide assisté. C'est pas elle qui a appuyé le bouton. C'est pas elle qui a dit « tu les mets sur la table et moi, un jour, je les prendrai ». Il les lui a fait boire. Donc, juridiquement, on avait un problème de qualification et la Cour de cassation a dit juridiquement, les qualifications retenues ne sont pas bonnes et donc il y a une forme de relax pour Jean Mercier, mais qui n'est pas du tout un cautionnement par la Cour de cassation d'un suicide assisté qui serait reconnu par le droit français. Je termine avec la sédation profonde et continue pour ne pas trop dépasser sur le temps qui m'était imparti. La sédation profonde et continue, ça c'est une nouveauté de la loi de 2016 qui a voulu mettre dans les textes que la Haute Autorité de Santé avait déjà commencé à organiser dans les protocoles. Et la sédation profonde et continue, il s'agit d'administrer à une personne, alors je vais dire pour l'instant en fin de vie, ce qui vous permettra ensuite de préciser un peu plus les conditions, une personne qui va mourir à court terme, on va lui administrer alors de l'hypnovel, c'est un dérivé dans la famille des midazolam si je ne me trompe. L'hypnovel est un des médicaments, des produits les plus fréquemment utilisés, et cette personne, on va lui administrer de l'hypnovel qui va la faire dormir. On n'est pas en train de la tuer, on va la faire dormir. Et potentiellement, sans sadisme, sans cynisme, on est médicalement capable, théoriquement, de pouvoir réveiller cette personne, si besoin était. Je le présente de cette façon très théorique, simplement pour dire qu'on n'est pas en train de tuer la personne avec une substance létale. Donc tout ça pour dire que c'est très compliqué. Qu'ensuite les modalités d'administration de cette hypnovel peuvent être un peu délicates. Si je mets des doses, je m'appelle le docteur Bonne Maison et je distribue les doses de façon un petit peu trop rapide, un peu trop forte et avec des fréquences un peu trop rapprochées, eh bien je tombe dans une logique euthanasique. Je terminerai avec le suicide assisté en Suisse. La Suisse accepte le suicide assisté de façon encadrée, mais le suicide assisté est délicat également là-bas. Et je signalerai simplement une affaire, l'affaire Alda Gross, qui a été portée devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et dans l'affaire Alda Gross, c'est une femme, alors je le caricature ici parce que je n'ai pas le temps, qui avait 70 ans. Et cette femme a demandé, Suisse, à bénéficier des modalités du suicide assisté dans lequel un médecin va prescrire du pentobarbital sodique. La patiente ensuite, si elle est suffisamment en forme, va aller chercher ce produit et va aller auprès d'une association, Exit pour l'affaire Alda Gross, c'est le nom de l'association, demander à ce que le suicide assisté soit pratiqué sur elle. Et le problème de Madame Gross était qu'aucun médecin ne voulait lui faire l'ordonnance. Pourquoi ? Pour un tout petit détail, Madame Gross n'était malade de rien, mais elle ne voulait pas vieillir. Voilà. Je m'arrête là, simplement pour espérer que j'ai bien embrouillé tout dans vos esprits et que vous ne vous répondrez pas à un micro-trottoir
êtes-vous pour ou contre, en levant la main dans un sens ou dans l'autre, sans vous être posé un petit peu plus de questions que le journaliste. Je vous remercie de votre attention.